Voilà. Donc, mes chers collègues, nous recevons Madame Nathalie Mons, présidente du Conseil national de l'évaluation du système scolaire. Donc, je dirais CNESCO, hein, c'est plus facile à dire. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat et elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux des commissions. Donc, madame, vous êtes professeure de sociologie à l'université de Cergy-Pontoise. Vous êtes spécialisée dans l'action publique et vous consacrez vos recherches à l'évaluation des politiques éducatives, notamment dans une perspective comparatiste internationale. En 2012, vous êtes membre du comité de pilotage de la concertation pour la refondation de l'école de la République. Vous êtes nommé en 2013 donc président du CNESCO, créé par la loi de refondation de l'école du 8 juillet 2013. Succédant au Haut Conseil de l'éducation, le CNESCO est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats du système scolaire français. À la suite des tragiques événements de janvier 2015, le CNESCO a consacré une note à l'apprentissage de la citoyenneté à l'école, mettant en évidence les nombreuses lacunes de cet enseignement, ainsi qu'une étude intitulée « École, immigration et mixité sociale et ethnique ». La Commission a donc souhaité vous entendre pour recueillir votre analyse des difficultés rencontrées par l'école dans la transmission des valeurs de la République. Vous pourrez sans doute éclairer nos travaux sur les solutions à mettre en œuvre pour rétablir l'école dans sa mission d'intégration et de formation des citoyens. Pardon. Donc, avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenue de vous indiquer que tout faux témoignage et devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite à prêter serment, à dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Donc, selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Grosperrin et mes collègues pourront vous poser leurs questions. Vous avez la parole. Merci de m'accueillir et de m'auditionner dans le cadre de cette commission. Vous l'avez bien rappelé dans vos propos liminaires, le Conseil national d'évaluation du système scolaire, dans la foulée malheureusement des attentats de janvier 2015, s'est tout de suite saisi des questions qui pouvaient être posées à l'école suite à ces accidents tragiques. Donc il y a 2 notes qui ont été réalisées. Et ces notes ont pu être réalisées parce que finalement, ces thématiques faisaient déjà partie de l'agenda stratégique du Conseil national d'évaluation du système scolaire, puisque nous avons à la fois une thématique qui porte sur école et démocratie, et donc qui interroge les dispositifs de citoyenneté, et nous avons également des travaux en cours sur l'école et l'intégration sociale et ethno-culturelle. Donc finalement, nous avions déjà commencé à mener cette réflexion, et il nous a semblé très important de pouvoir livrer ces premiers résultats, évidemment dans l'urgence, mais pour éclairer les réflexions qui sont entre autres aujourd'hui les vôtres. Alors, plusieurs constats que nous sommes amenés aujourd'hui à vous livrer et qui devront être encore travaillés, puisque vous comprenez que le CNESCO travaille sur un moyen et long terme. Il est capable de se mobiliser dans l'urgence lorsque la société française a besoin d'une analyse, notamment scientifique, mais nous travaillons également sur le moyen long terme parce que fabriquer des politiques publiques, clairement, cela requiert une dimension, une temporalité de moyen long terme. Donc, premier constat, je dirais que vos interrogations aujourd'hui portent de façon centrale, et pas seulement, mais tout d'abord sur les attitudes des élèves vis-à-vis de la vie en société. Je crois que c'est clairement ce qui a été posé comme problématique suite à ces attentats. Et je dirais que c'est un travail que nous avions commencé à développer au sein du Conseil national d'évaluation du système scolaire. Et le premier constat est que finalement, en France, nous savons très peu de choses sur les attitudes des élèves vis-à-vis de la vie en société.
Alors, vis-à-vis de la société, hein, évidemment, ça intègre des dimensions auxquelles on pense tout à fait spontanément, de respect de la règle, des normes, des lois, évidemment, des capacités d'interaction entre élèves et adultes, de violence à l'école, etc. Mais pas seulement. Hein. C'est vrai que quand on s'intéresse aux attitudes des élèves vis-à-vis de la société, il nous faut également intégrer des dimensions de tolérance. Tolérance face au racisme, tolérance face au sexisme dans ces différentes dimensions. La vie en société, c'est également un respect de la planète, l'écologie. Donc on a finalement toute une série d'attitudes vis-à-vis de la société qui doivent être analysées. Et on se rend compte que dans le cadre français, il y a certaines études qui ont porté sur le climat scolaire, sur la violence à l'école, mais que depuis le milieu des années 2000, il nous manque réellement des investigations scientifiques qui nous permettent d'évaluer les attitudes des élèves à l'école. Alors, pourquoi je date ce manque de 2005 ? C'est qu'en 2005, l'ADEP, qui est donc la direction en charge au niveau du ministère de l'Éducation nationale du développement de toute une série d'études de qualité, avait développé une étude réellement de qualité sur les attitudes des élèves vis-à-vis de la vie en société. Et malheureusement, cette étude n'a pas été reproduite depuis. Donc on a finalement un laps de temps d'une dizaine d'années qui s'est produit. Je note également que la France ne fait pas partie d'une très grande enquête internationale qui s'appelle donc ICCS, International Civic and Citizenship Education Survey, qui est développé donc par un organisme qui s'appelle l'IEA et que de façon un peu triviale, je pourrais comparer à un PISA des attitudes civiques des jeunes en fin de scolarité obligatoire. Donc la France ne fait pas partie de cette étude. Cette étude avait été analysée au milieu des années 2000. Et la France n'a pas décidé de s'engager. Donc là, je repose la question. Je pense réellement qu'il serait opportun d'étudier cette perspective pour 2016, puisque l'étude, là, va être administrée en 2016. Donc vous voyez, premier constat, finalement, depuis 2 ans, si ce n'est vraiment sur des dimensions importantes mais étroites de climat scolaire, de violence à l'école, de micro-violence à l'école, d'incivilité dans le cadre scolaire, nous sommes dépourvus de connaissances. Alors, nous sommes dépourvus de connaissances, mais nous avons tout de même ces enquêtes qui datent de 2005 et qui est très intéressante puisqu'elle porte sur différentes dimensions. Et ces dimensions doivent être vraiment analysées de façon très précise. Quand je parle de différentes dimensions, je parlais donc du respect des normes, des règles, qui est une première dimension, évidemment des attitudes des élèves vis-à-vis de l'école, mais également une seconde dimension qui porte sur la tolérance. Je parle également de l'écologie, je parle également de la capacité à interagir avec des élèves, avec des adultes, à développer un esprit de tolérance, d'écoute, de défense aussi, d'esprit critique. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces dimensions qui étaient analysées dans cette étude. Et que nous montre cette étude ? Elle nous montre tout d'abord que sur l'ensemble de ces dimensions, on a réellement des élèves français qui se positionnent de façon tout à fait acceptable, en respect, en adhésion à ces valeurs qui sont les nôtres. Ce qui est intéressant aussi, puisque l'étude mettait en relation des caractéristiques des élèves et des caractéristiques individuelles et aussi des caractéristiques d'établissement. Est-ce que les élèves sont dans l'enseignement public, privé ? Est-ce que les élèves sont dans des zones d'éducation prioritaire ou pas ? Et donc on peut voir qu'il y a des adhésions différenciées selon les caractéristiques des élèves. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir constater que finalement, ce sont principalement les caractéristiques individuelles, notamment filles-garçons, qui jouent, plutôt que par exemple l'adhésion ou le fait d'être dans une école d'éducation prioritaire. Donc vous voyez que tout ça, finalement, introduit de la complexité. On voit que lorsqu'on parle d'attitude des élèves à l'école, ça embarque tout un ensemble de valeurs, et qui finalement, il faut les travailler les unes après les autres, de façon différenciée. Ça nous montre également qu'il y a des adhésions différenciées, évidemment selon les milieux sociaux, mais je disais aussi selon les sexes, selon les types et les secteurs d'enseignement.
Donc tout ça est évidemment extrêmement complexe et nous devons réellement avancer sur ce chemin. Par exemple, si je prends la dimension respect des lois et règlements, on voit par exemple que les différences filles-garçons d'adhésion à ces valeurs de respect des lois sont beaucoup plus importantes, par exemple, que des différences sociologiques. Si on considère que ces aspects peuvent être appréhendés à travers l'inclusion de l'élève dans une école d'éducation prioritaire. Donc, vous voyez, ça nous renseigne, c'est-à-dire que les garçons, finalement, adhèrent moins au respect des lois, des règlements, que les filles, quels que soient les milieux sociaux et quels que soient les secteurs d'enseignement. Si on regarde plus en détail, on plonge dans les questions qui étaient posées. On se rend compte, par exemple, je cite certains résultats, que les élèves de ZEP sont, par exemple, plus nombreux à dire qu'il est très grave de dépasser les limites de vitesse autorisées, d'imiter la signature des parents, d'insulter un adulte, de faire un faux témoignage. Donc, ils sont plus nombreux à aller dans ce sens-là, par exemple, que des élèves qui sont dans le public hors ZEP ou dans le secteur privé. Par contre, point très intéressant, ils sont au contraire plus nombreux aussi à nous dire qu'il n'est jamais acceptable de dénoncer un ami qui a volé un objet. Vous voyez, je rentre vraiment dans le détail des réponses pour attirer votre attention sur le fait que lorsqu'on parle évidemment d'attitude des élèves vis-à-vis de la vie en société, il nous faut plonger dans le détail de quelles valeurs nous parlons, de quelles réponses au sein de ces grandes dimensions de la vie en société nous souhaitons analyser. Et on se rend compte que pour faire un travail réellement opérationnel avec les établissements, il faut analyser ça de façon détaillée. Donc ma première préconisation serait réellement que, de nouveau en France, nous soyons en capacité de développer des analyses détaillées, scientifiquement fondées, des attitudes des élèves vis-à-vis de la vie en société. Sinon, je crains que l'on en reste à du discours café du commerce, à des grands slogans politiques. Et le problème du café du commerce et des grands slogans politiques, c'est que finalement, ils ne sont pas opérationnalisables pour développer des programmes éducatifs, la formation des enseignants dans les établissements et dans le système scolaire en général. Donc il faut vraiment là être très soucieux de partir et de faire un travail de fond sur ces attitudes et de s'embarquer notamment aussi dans des programmes internationaux, puisque lorsqu'on s'embarque dans des programmes internationaux, on se rend compte que sur toutes ces dimensions, il y a aussi des évolutions internationales. Par exemple, tout le discours que nous avons aujourd'hui sur la violence à l'école, on le retrouve, des programmes internationaux le montrent bien, dans tout un ensemble de pays, normalement, et notamment sur la micro-violence. Voilà, premier constat, nous savons finalement peu de choses, et si nous souhaitons réellement avancer, il va falloir creuser ces sujets. Deuxième constat, c'est celui d'une éducation civique qui est déjà en mouvement, mais qu'on doit accompagner. Je vous ai dit que ces attitudes civiques de 2005 montraient que nous avons des jeunes qui, globalement, selon surtout ces indicateurs, fonctionne bien en termes d'adhésion aux valeurs françaises. Ceci dit, on n'est pas non plus à 99% d'adhésion à ces valeurs. Et de toute façon, c'est normal, sinon on serait peut-être dans un système dictatorial. Parce qu'on verrait à travers des réponses que finalement, les individus sont ultra normés et répondent ce qu'on leur demande de répondre. Mais pour autant, on voit bien que sur certaines dimensions, il nous faut encore progresser. Et là, le CNESCO a attiré l'attention sur le fait que nous avons en France une éducation civique qui est, je dirais, optimale sur le papier. C'est-à-dire que c'est rare d'avoir dans un pays, depuis le primaire jusqu'à la fin du lycée, des cours d'éducation civique avec des heures qui sont réellement dédiées à cette éducation civique. Pour autant, il nous faut encore progresser en ce sens où cette éducation civique doit être mise en activité. On voit bien que dans d'autres pays, l'éducation civique se développe à travers des projets citoyens dans l'école, hors de l'école, se développe aussi à travers les capacités des élèves à rentrer dans la gouvernance des établissements. Et ces points-là doivent être encore améliorés en France. Et pour les améliorer, évidemment, il faut aussi pouvoir soutenir les enseignants à travers des formations. Des enquêtes déjà anciennes montraient par exemple qu'en ce qui concerne l'éducation civique au lycée, qui passe dans les filières générales et technologiques, le CJS, qui passe notamment par le développement de débats argumentés, dès lors que les enseignants rentrent dans ce type de dispositif, on a réellement des effets
positif, avec le développement d'esprit critique, la capacité d'argumentation des élèves, une adhésion très forte aussi des élèves eux-mêmes à ce type de cours, dès lors qu'il est relié à des sujets d'actualité. Donc là encore, des analyses sont nécessaires. Troisième grand constat du CNESCO en relation avec vos interrogations, et constat, je dirais, là, réellement alarmant, c'est que nous devons nous interroger sur les capacités de notre école française, au-delà de l'apprentissage de la citoyenneté, à fonctionner, cette école française et son fonctionnement comme un modèle d'intégration à la fois sociale et dans ses dimensions aussi ethno-culturelles. Alors, on le redit souvent sur sa dimension sociale, je crois, mais il faut le redire. Nous sommes en panne en termes d'intégration sociale. Nous voyons depuis 10 ans s'accroître les inégalités sociales à l'école. J'attire votre attention sur le fait que le CNESCO, aujourd'hui, est en train de préparer un rapport sur les inégalités sociales à l'école, et notamment ses évolutions depuis 10 ans. Et ce qui nous marque, c'est de voir évidemment une dégradation en France, mais aussi une dégradation en France très nette par rapport à l'OCDE, parce que dans d'autres pays, depuis 20 ans, on a réellement développé des politiques qui, aujourd'hui, produisent des effets, si bien que le cas français devient préoccupant, à la fois dans l'absolu, avec une dégradation à l'absolu des inégalités sociales à l'école, mais aussi comparativement aux autres pays. Deuxième dimension qui me semble également importante et qui est souvent quelque peu tue, c'est celle d'un creusement, là également, des inégalités d'origine migratoire. C'est-à-dire que là aussi, sur une dizaine d'années, finalement en écho avec les inégalités sociales, sur une dizaine d'années, ces inégalités d'origine migratoire, qui distinguent donc d'un côté les élèves issus de l'immigration première et seconde génération et les élèves autochtones, ces inégalités se sont accrues. C'est-à-dire que l'école française fonctionne de moins en moins bien en termes d'intégration de certaines minorités. Deuxième constat, là aussi, qui est alarmant, c'est que la différence entre les élèves issus de la seconde génération, qui sont nés en France, qui ont grandi dans l'école française, et les élèves autochtones, tend à être supérieur en France par rapport à la moyenne de l'OCDE. Donc là, vraiment, pour nous, au niveau du CNESCO, il y a un sujet, et notre rapport qui sera rendu cet été posera réellement ces questions. Donc vous voyez bien qu'il y a une dégradation dans l'absolu et aussi relativement à la moyenne des pays de l'OCDE. Donc tout ça, évidemment, interroge des politiques. Je dirais qu'elle les interroge très largement sur les 3 dernières décennies. On est malheureusement sur des interrogations qui dépassent largement les alternances politiques et qui interrogent la capacité à développer sur le long terme des politiques vraiment efficaces. J'ai choisi donc 2 points qui me semblent particulièrement importants à développer. Tout d'abord, une réflexion doit être menée sur le développement de la ségrégation sociale à l'école. Nous voyons très peu de politiques qui se sont attaqués à ce problème depuis 3 décennies. Et 2 orientations sont aujourd'hui nécessaires. D'abord, une mesure de la ségrégation sociale à l'école, puisque nous en sommes aujourd'hui très très loin comparativement à d'autres pays. Et deuxièmement, vraiment la mise en place de politiques qui œuvrent dans ce sens-là. Ça me semble tout à fait aujourd'hui incontournable, en ce sens où nous voyons les limites de l'éducation prioritaire. Les mesures d'éducation prioritaire, certes, sont nécessaires, la compensation est nécessaire, cependant les effets de la ségrégation sociale, ethnoculturelle dans les écoles sont tellement dévastateurs qu'aujourd'hui, finalement, ils produisent des effets tellement négatifs qu'ils bloquent même une avancée possiblement d'une efficacité des politiques d'éducation prioritaire et puis largement des politiques de la ville. Deuxièmement, deuxième orientation phare, forte que le CNESCO est en train d'analyser, c'est la nécessité de développer des réformes pédagogiques. C'est-à-dire qu'on a, depuis 30 ans, développé tout un ensemble de dimensions nécessaires en termes de filières, en termes d'assouplissement de la carte scolaire, etc., qui étaient donc des réformes à dimension structurelle. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il nous faut également visiter la classe, visiter les pédagogies. C'est au cœur des réformes actuelles. Cependant, pour pouvoir avancer,
puisque aujourd'hui nous avons différentes dimensions. Tout ça a été intégré dans la loi de refondation, mais le CNESCO note déjà 3 éléments sur lesquels il va réellement falloir réfléchir pour avancer sur une efficacité de ces réformes pédagogiques. Première dimension, c'est réellement une connaissance des pédagogies qui sont efficaces. Je crois que là, aujourd'hui, en France, on doit faire le lien entre ce que nous dit la recherche et les pratiques des enseignants. Par exemple, on nous parle beaucoup de pédagogie différenciée. On voit dans les réformes se développer des dispositifs d'accompagnement personnalisé, d'aide individualisée. Donc on voit bien que se mettent en place des organisations scolaires, mais aujourd'hui, les acteurs de terrain demandent à être accompagnés sur le contenu de ces organisations scolaires. Quand on parle d'accompagnement personnalisé, comment fait-on de l'accompagnement personnalisé qui soit efficace pour les élèves? On voit bien, et le CNESCO vient de terminer un rapport important sur le traitement de la difficulté scolaire et le redoublement, on voit bien clairement que d'organiser des formes scolaires avec de l'accompagnement personnalisé, si les apprentissages des élèves dans le cadre de ces heures d'accompagnement personnalisé ne sont pas en lien avec ce qui se place dans la classe principale, avec des développements autour des disciplines, eh bien, ces heures ne seront pas aussi efficaces que si tout ça est mis en lien. Donc ça, c'est un point très important. De façon générale, nous devons progresser sur les connaissances sur le sujet. Deuxièmement, pour mettre en place aussi ces réformes pédagogiques, nous sommes dans un cadre budgétaire qui est contraint. Nous devons affiner notre analyse des moyens qui doivent être mis en place pour pouvoir accompagner ces politiques. Le CNESCO, dans son rapport sur le traitement de la difficulté scolaire et le redoublement, a réellement pris à cœur cette analyse budgétaire. Nous avons demandé à des économistes de travailler sur une évaluation du redoublement, puisqu'en fait, il circulait tout un ensemble d'évaluations sur le coût des redoublements. Donc on s'est dit, voilà, on va prendre au sérieux cette analyse budgétaire. Et donc, on a commandé un rapport précisément sur le sujet. Ce rapport est très intéressant, puisqu'il nous montre qu'il y a quand même 2 milliards qui sont consommés par ces pratiques de redoublement. Et ce rapport est aussi très intéressant, puisque nous avions demandé aux économistes de nous renseigner sur la façon dont la limitation du redoublement pouvait entraîner une cagnotte qui pouvait être utilisée dans d'autres alternatives. Et là, on dépasse aussi une des idées préconçues, qui consiste à penser que si demain on supprimait ou on allégeait le redoublement, on aurait 2 milliards sur la table. Eh bien non, évidemment, les choses sont beaucoup plus compliquées, et ces flux financiers ne rentreraient dans le circuit qu'au fur et à mesure. Donc il y a réellement des analyses budgétaires pour pouvoir voir comment, de façon très opérationnelle, on peut soutenir ces réformes pédagogiques. Et puis j'en terminerai par un troisième point sur lequel le CNESCO également a mené l'investigation durant sa première année de création, avec une très grosse étude qui a été menée sur la gouvernance des politiques, la gouvernance locale, la gouvernance académique des politiques de lutte contre la difficulté scolaire et de politique du redoublement. On voit bien que oui, une fois qu'on saura quoi faire pédagogiquement, une fois que l'on aura les ressources budgétaires pour mobiliser les acteurs et les accompagner, évidemment, la dimension de mise en œuvre de ces politiques dans les académies est fondamentale. Et ce qui nous est apparu lors de cette grosse enquête, puisque nous avons mené l'investigation dans une vingtaine d'académies, dans une trentaine de départements, dans une trentaine aussi d'écoles, de classes. Et donc, ce qu'il nous semble vraiment important de souligner, c'est qu'il nous faut aujourd'hui une amélioration de la gouvernance au niveau académique, de façon à ce que les équipes en charge de l'administratif et les équipes en charge du pédagogique soient réellement en lien. On a réellement à mobiliser ces acteurs qui sont dans des lignes en fait, hiérarchiques souvent parallèles, de façon à ce qu'à la fois les moyens, notamment en ressources humaines, et aussi les capacités d'accompagnement pédagogique soient mises au service des projets d'établissement. Ce point est vraiment fondamental. Voici les différents éléments que je souhaitais mettre à votre service. Et je dirais que le CNESCO continue sur l'ensemble de ces dimensions, puisque nous avons en juin une conférence de comparaison internationale sur les politiques de mixité sociale à l'école, et la création d'un réseau de décideurs sur le sujet. Nous avons donc, après, je vous l'ai dit, cet été, un rapport sur les inégalités sociales à l'école. Nous allons aussi développer une conférence de comparaison internationale sur le lycée professionnel, puisqu'on voit que là aussi se joue
des problèmes d'intégration sociale à travers l'école. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup parce que c'est un propos liminaire très intéressant, très riche et qui nous montre les études existantes et qui met bien le point sur certaines études auxquelles nous avons échappé, et il serait peut-être temps que nous rentrions justement dans ce système. Donc nous vous soutiendrons là-dessus, et je vais donc laisser la parole au rapporteur. Merci, Présidente. Merci à vous, Madame la Présidente. Après vos travaux de chercheurs et d'études comparatives que nous lisions tous, en tout cas qui nous intéressaient beaucoup, voilà, attelés à d'autres tâches. J'ai 4 questions, peut-être en complément avec ce que vous avez dit. Ça pourrait être ce qu'on pourrait appeler un complément d'enquête, en quelque sorte. Je vais vous laisser un stylo, si vous le voulez. Vous avez. Alors, la première question, vous nous avez dit qu'il vous manquait un modèle, une possibilité de faire des mesures, mais en France, on a toujours ces difficultés parce que pour certains, lorsqu'on fait des mesures, ça nous renvoie à des notions de fichiers et puis ça nous renvoie à une partie de notre histoire. Et pourtant, si on veut faire évoluer les choses, il faut qu'on ait tout de même une photographie à un instant T pour pouvoir voir l'évolution des choses. Alors, comment rendre plus efficace l'apprentissage de la citoyenneté et de l'intégration des élèves dans la communauté nationale? Quelle est la comparaison internationale par rapport à ça? En tout cas, ce qui se fait à l'étranger, vous avez esquissé, mais j'aurais souhaité avoir un complément. La deuxième question, est-ce que le CNESCO compte-t-il, vous avez fait part des différents types de travaux que vous allez envisager, mais est-ce qu'il compte, consacrer davantage ses travaux aux modalités d'apprentissage de la citoyenneté et de l'appartenance à un mot qui n'est pas un gros mot, mais que certains n'osent pas dire, c'est l'appartenance à la nation? La troisième question, les études PISA ont mis en évidence que la France était un des pays dans lequel l'indiscipline dans les établissements scolaires était la plus forte, et que le climat scolaire, vous l'avez souligné tout à l'heure, tendait à se dégrader. Or, on sait qu'il existe un lien fort entre les conditions d'enseignement et les résultats des élèves, surtout par rapport à des élèves qui sont défavorisés. Comment améliorer le climat scolaire dans le cadre de vos travaux sur la qualité de vie à l'école? Est-ce que vous comptez vous pencher sur le climat de discipline à l'école? Et puis la dernière question, elle s'adresse ou elle concerne essentiellement les moyens du CNESCO. Est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi envisager un rapprochement avec l'ADEP, ou voire peut-être présidente de l'ADEP et du CNESCO en même temps, qui possède des instruments statistiques? Est-ce que ça peut être envisagé? Voilà, vous avez la parole. Je pense que ces questions complètent déjà ce que vous avez déjà beaucoup dit, mais ça pointe quelques sujets précis. Merci. Oui, tout à fait. Ça nous permet justement de creuser des points qui sont réellement justement à l'agenda du CNESCO, notamment sur la mesure. Comment mesurer? Et puis aussi, vous le soulignez, et c'est très important, puisqu'en fait, ces problèmes de mesure ne sont pas que des problèmes méthodologiques. Ce ne sont pas que des problèmes, évidemment, de statisticiens. Ce sont des problèmes politiques. Et ce sont aussi des problèmes éthiques. Et donc au CNESCO, nous sommes très attachés à cette dimension-là. Et donc d'ailleurs, je vous invite à la conférence que l'on donne les 4 et 5 juin sur la mixité sociale à l'école, puisque nous aurons en fait une plénière dans cette conférence spécifiquement dédiée à la problématique de la mesure. Et nous invitons des collègues qui sont donc anglais, américains, allemands, à venir en fait échanger sur ces problématiques éthiques et politiques de mesure. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que chacun a ses tabous. Lorsqu'on échange en fait avec des collègues sur ces dimensions-là, on se rend compte qu'il y a des pays où, par exemple, les mesures ethnoculturelles ne posent pas de problème. Mais ce sont plutôt des mesures sociales qui vont poser problème. Alors qu'en fait, en France, au contraire, du fait d'une tradition en sociologie de l'éducation, on est très avancé sur la mesure des inégalités sociales et ces dimensions strictement d'origine sociale. Par exemple, si on considère actualité le palmarès des lycées, et par exemple, le palmarès des lycées
avec ces indicateurs de valeur ajoutée, c'est-à-dire on tient compte du résultat de l'établissement en fonction du public accueilli, et bien, par exemple, ça n'existe quasiment pas à l'étranger. Donc vous voyez, finalement, chaque pays a ses tabous, ses trous dans la raquette, ses problèmes éthiques, ses problèmes politiques. Et il est très important de mettre tout ça à plat et d'essayer de voir comment, dans les autres pays, on a progressé par rapport à ces tabous. Il y a aussi une autre dimension. Quand vous parlez de fichage, et ça c'est aussi très, très important, et on le voit bien aussi par exemple, même sur des sujets hors éducation, on voit bien avec le drame dans l'aviation et puis le suivi par exemple d'un pilote en Allemagne, que ça réfère aussi à des problèmes de fichage. En tout cas, dans le cas français, on est en train de s'intéresser évidemment aux oppositions, aux résistances des acteurs de terrain aussi, par exemple directeurs d'école au primaire, qui ne souhaitent pas rentrer certaines informations dans la base élève. Et bien ces problèmes-là, on les retrouve aussi dans d'autres pays. Et ils sont aussi dépassés dans d'autres pays. On en discutait par exemple avec les collègues anglais. Ils disaient, nous, on a dépassé le problème. On demande aux familles directement de rentrer les données dans des systèmes informatiques. Donc finalement, c'est aux familles là de décider de rentrer des données ou pas. C'est pareil. Je ne cite pas ce modèle, ce cas anglais, pour dire qu'il faut évidemment le suivre, mais voilà, on va chercher comme ça à regarder ce qui se passe dans différents pays, de façon à faire le tour de cette problématique. Alors, sur quelle efficacité et quelles orientations pour un apprentissage de la citoyenneté en France, là, le CNESCO met déjà en avant différentes orientations. J'ai parlé vraiment de la mise en activité des élèves dans le cadre de projets notamment citoyens. Donc là, la recherche vraiment est congruente et nous montre que le cours d'éducation civique, l'apprentissage des valeurs à travers le manuel, égalité, etc., voilà, a finalement peu d'effets et que c'est évidemment la découverte de ces valeurs in situ, dans des contextes, à travers l'action, qui amène les élèves à finalement comprendre et s'approprier ces valeurs. Donc ça, c'est une première dimension. Deuxième dimension, je citais le fait que la France est vraiment très avancée en termes d'heures dédiées à l'éducation civique, de continuum aussi primaire, secondaire. Cependant, là, et c'est aussi une recommandation que le CNESCO peut faire, on se rend compte que sur le lycée, qui est finalement le stade d'enseignement critique où vont se développer des capacités citoyennes, particulièrement en relation par exemple avec le vote, et bien la France, assez étrangement, va investir moins d'heures sur ce niveau d'enseignement. Donc ça, clairement, c'est une recommandation que le CNESCO fait, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en adéquation à ce qui se fait avec les autres pays, c'est-à-dire que progressivement, plus on avance dans la carrière scolaire, plus le nombre d'heures dédiées à l'enseignement de la citoyenneté doit être développé parce que c'est ce dernier stade-là qui est particulièrement opérationnel. Autre élément, évidemment, c'est celui des relations entre la certification et les enseignements. Bon, nous sommes dans le cas français et c'est vrai que lorsque ces apprentissages d'éducation à la citoyenneté ne donnent pas lieu à l'intégration dans des examens, on est en France, on envoie un signal qui est quelque peu négatif sur les enjeux. Voilà, et ce signal, les élèves et les enseignants aussi le reçoivent. Voilà, il y a toute une série d'éléments que l'on peut déjà mettre en avant. Nous allons continuer l'investigation, puisque nous avions, dès 2014, posé une thématique école et démocratie, et que le CNESCO est partie prenante d'un gros projet de recherche international qui vient d'être déposé au niveau européen, et qui allie donc l'Angleterre, l'Allemagne, et puis des universités françaises. Sur le climat scolaire et l'indiscipline, alors là, pour avoir travaillé vraiment sur ce sujet, les indicateurs PISA, je dois dire que là, il nous faut réellement aller plus loin. Ces indicateurs PISA sont très intéressants, ils ont été développés de façon longitudinale depuis les années 2000. Cependant, pour les avoir vraiment travaillés en tant que chercheur, on se rend compte qu'ils embarquent toute une série de biais, notamment des biais de désirabilité.
On se rend compte, par exemple, que dans les pays asiatiques, il est très, voilà, l'élève ne peut pas répondre que le cours est indiscipliné. Voilà. Et donc, il faut aussi dépasser l'analyse d'un seul de ces indicateurs, par rapport, par exemple, ceux qui portent sur la discipline, et regarder l'ensemble de la série d'indicateurs. Il y en a qui portent sur l'intégration de l'élève, comment il se sent, est-ce qu'il se sent étranger, bien intégré dans l'école, ça c'est un point très important. Il y a des indicateurs ici également qui portent sur les relations entre l'élève, les enseignants, est-ce qu'ils se sentent soutenus ou pas. Voilà, donc en fait, ce sont des indicateurs là encore qui sont difficiles à manier, il faut les regarder de façon générale. Mais cette thématique de l'indiscipline, du développement de la violence, notamment avec ce terme que je trouve abusif de violence, parce qu'on y accroche le terme micro-violence, voilà, donc, qui pourrait se traduire par incivilité. Est-ce que deux garçons qui se battent dans une cour de récréation, c'est une micro-violence? Voilà. Je pense que si on avait posé la question il y a ne serait-ce que 40 ans, voilà, de temps de la guerre des boutons, ne serait-ce qu'il y a 40 ans, lorsque aussi, par exemple, le personnel enseignant était plus majoritairement masculin, parce qu'il y a ça aussi qui se joue, on n'aurait peut-être pas rangé dans les micro-violences le fait que deux gamins s'écharpent dans une cour de récréation. Voilà. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment relativiser tous ces indicateurs. Ils sont à prendre au sérieux. Ils sont d'autant à prendre au sérieux que nous avons justement commandé à des chercheurs une analyse sur climat scolaire et performance des élèves à l'école. Parce que dans l'autre sens, on a deux discours. Un discours, oui, il y a de plus en plus d'indiscipline, de violence, et donc voilà, l'école ne peut pas fonctionner. Et puis dans l'autre sens, on a l'autre discours aussi, quelque peu aussi naïf, qui consiste à dire que voilà, si on a une école qui serait béate, très accompagnante, uniquement accompagnante pour les élèves, alors on aurait des meilleurs résultats. Voilà, on est un peu, vous voyez, de façon un peu dichotomique sur ces deux discours extrêmes. Et en fait, tout ça ne reboucle pas avec les résultats de la recherche. C'est-à-dire que nous avons lancé réellement une équipe pour travailler sur climat scolaire et résultats des élèves. Ça n'est pas quelque chose qui est réellement aujourd'hui fait consensus. Voilà. Donc c'est pour ça que nous attachons une équipe sur le sujet. Ceci dit, la France doit se poser réellement des questions, notamment sur l'anxiété à l'école. Lorsqu'on regarde, par exemple, PISA 2009 sur des indicateurs sur l'anxiété scolaire, on se rend bien compte que la France décroche. On a 50% des élèves qui nous disent qu'à 15 ans, ils ont mal au ventre avant de rentrer en classe pour un devoir en mathématiques. C'est 30% en Finlande, et la Finlande a des résultats nettement supérieurs en mathématiques. On voit aussi que le nombre d'élèves en France qui nous disent ne pas se sentir à l'aise dans l'école est supérieur aussi à des pays qui ont des performances beaucoup plus élevées. Donc voilà, donc vous avez raison, c'est un point sur lequel il faut continuer l'analyse. Les relations CNESCO-DEP, je dirais qu'elles sont extrêmement positives. Après, est-ce que tout ça doit se situer en termes d'organisation ? Je milite pour le fait que les acteurs travaillent ensemble, développent des projets communs, plutôt que pour continuer à perpétuer cette réflexion sur les structures. Je crois qu'on monte beaucoup de structures en France. On est les pros des structures. Voilà, Et nous, ce qu'on essaye de faire au CNESCO, c'est une avancée réellement pragmatique. C'est-à-dire que sur tout nos dossiers, nous travaillons en partenariat. Par exemple, l'ADEP est partie prenante d'une future conférence de consensus que nous allons avoir sur les pratiques autour de la numération au primaire. Vous voyez que le CNESCO s'intéresse directement à ces pratiques pédagogiques. Et là, évidemment, les apports de l'ADEP nous intéressent. Nous intégrons aussi le travail en cours de l'ADEP sur, par exemple, la mixité sociale. Actuellement, donc ils seront dans nos ateliers où on va mesurer l'importance de la mixité sociale. Voilà. Donc nous, notre souhait est vraiment de faire réseau, de travailler avec toute une série d'acteurs. La conférence, vous voyez, sur la mixité sociale, elle intègre des chercheurs, elle intègre les expertises de l'ADEP, elle est développée sur un partenariat international avec le Conseil supérieur de l'éducation au Québec. Nous sommes évidemment, ça fait partie du mandat du CNESCO, de développer cette ouverture internationale. Nous allons développer une conférence sur l'enseignement professionnel, parce que là aussi, il y aura des choses à dire, notamment en termes d'insertion professionnelle de certaines filières. Là, nous développons avec le CEREC, nous développons avec des chercheurs. Voyez, donc à chaque fois, on cherche à mettre en avant des réseaux
Toutes nos conférences de consensus, là sur le redoublement, après sur la numération, ensuite sur l'orthographe, la compréhension d'écrit, sont développées avec l'IFE. Voilà, donc c'est vraiment, nous cherchons à être en réseau. Nous travaillons aussi évidemment avec le CSP, puisque cette thématique école et démocratie intéresse aussi le CSP. Nous travaillons avec les réseaux des SP, puisque tout ce que nous produisons dans les conférences de consensus, nous souhaitons qu'à un moment, ça puisse rentrer dans les programmes de formation des SP. Voilà, donc la logique du CNESCO, c'est réellement, je dirais, penser en réseau, développer une évaluation qui est fondée sur des éléments scientifiques, qui est indépendante et qui est développée en réseau pour que, en fait, la production intellectuelle qu'apporte le CNESCO au système éducatif, mais aussi au grand public, puisque nous avons des actions grand public. Par exemple, nous avons des forums en région que nous développons donc à direction du parent, du citoyen. Là, on travaille par exemple sur la mixité sociale. On se rend compte que si les citoyens ne sont pas convaincus par les bénéfices de la mixité sociale, il y aura toujours des blocages. Je crois que là, on a beau avoir toutes les politiques volontaristes, les États-Unis ont pratiqué tout ça, ça bute sur les parents, et puis 2 ans plus tard, il n'y a plus rien. Donc on a aussi des opérations en direction des parents. Donc cette pensée en réseau est au cœur réellement du CNESCO. Merci beaucoup. Une question, Jean-Claude Carle, et ensuite... Merci Madame la Présidente. Merci Madame donc, des propos et des questions auxquelles vous avez déjà répondu. Vous nous avez dit notamment qu'il y a un manque d'évaluation scientifique depuis 2005, avec notamment la France n'a pas participé à l'enquête ICCS. Ça me paraît, moi, plus important que le classement ou le palmarès des lycées, qui, à mon avis, mais ça n'engage que moi, aggrave encore la situation. Ça permet sans doute aux médias d'avoir un tirage un peu plus fort, mais je pense que ça ne va pas dans le sens que nous souhaitons. Alors, ma question, est-ce une question de moyens ou est-ce ça résulte d'une politique de l'autruche ? Alors, la meilleure façon de ne pas être classé, c'est de ne pas participer ou de ne pas savoir sa situation par rapport aux autres, c'est de ne pas participer aux enquêtes. Deuxième chose, vous nous avez dit que l'éducation civique est en mouvement et elle doit être encouragée. Nous ne pouvons qu'y souscrire, mais est-ce que cette volonté d'inculquer de l'éducation civique, elle ne trouve pas ses limites pour les publics qui en ont le plus besoin, parce que ces publics, justement, ou ces jeunes, ne maîtrisent pas les fondamentaux, et quand on a des difficultés à lire, écrire, à maîtriser ces fondamentaux, c'est difficile de comprendre un certain nombre de choses et voir l'étude d'un texte ou de notions d'éducation civique. Troisième chose, vous avez dit donc il faut mesurer la ségrégation sociale à l'école, et c'est vrai, puisque les enquêtes internationales montrent que nous ne sommes pas les mieux placés, loin de là, que ça passe par des réformes structurelles qui ont été engagées, mais essentiellement par des réformes pédagogiques, et notamment la connaissance de pédagogie efficace. Et là, est-ce qu'on n'a pas un grand retard en la matière, et est-ce que ce n'est pas dû en partie, j'allais dire, aux freins mis par certains corps de l'éducation, et notamment très influents rue de Grenelle, et qui font que, sorti de la doxa de la rue de Grenelle, il n'y a pas de salut. Autre question sur le redoublement. Vous avez dit que ça coûtait cher et que c'est difficile d'en évaluer le coût. C'est tout à fait vrai, ça coûtait effectivement socialement très cher, mais plus que le coût, c'est l'efficacité du redoublement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, notamment du redoublement dans les premières années, au CP, CE1 ou CE2. Et puis, dernière question sur la gouvernance locale. Vous avez dit donc que vous investissiez sur la gouvernance locale, la gouvernance académique. Mais vous savez mieux que moi que si les acteurs du système éducatif, les enseignants, toute la hiérarchie est très importante, il y a d'autres partenaires du monde éducatif, et notamment les élus locaux, les parents, l'ensemble de la communauté éducative. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas justement étendre cette investigation, cette évaluation au niveau de l'académie à l'ensemble des partenaires? Merci. Chers collègues, une question? Alors, je pose une question qui n'a pas été donc posée, c'est la question de l'aide individuelle. Il existe actuellement
des RASED qui courent beaucoup entre les écoles et qui, lorsqu'ils arrivent enfin, les pauvres, lorsqu'ils arrivent enfin, on retire les enfants des cours et pour qu'ils puissent bénéficier du RASED. Donc ma question est, peut-être que vous, avec le CNESCO, pourriez intégrer un professeur du RASED au moment où les professeurs les professeurs des écoles font de l'aide individuelle sur l'heure du déjeuner, ce qui n'est déjà pas très conseillé. Donc, est-ce que ça serait possible de transformer ces RASED qui aideraient beaucoup des enseignants qui ne s'y connaissent pas obligatoirement? Alors, au point où on en est, je vais moi aussi vous rajouter une petite question. C'est juste une remarque. Vous avez parlé de la nécessité de faire des réformes pédagogiques et vous avez dit qu'il ne s'était pas passé grand-chose depuis 30 ans. Alors, oserais-je faire une remarque qui se transforme en question? Ça date de la disparition des écoles normales. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Merci. Voilà, c'est chargé. Non, c'est chargé et tout à fait passionnant. Alors pourquoi ces non-mesures, hein, alors moi j'ai l'impression que ça intègre à la fois, on citait ces problèmes politiques, voilà, éthiques, c'est tabou, donc c'est sûr que tout ça évidemment est mobilisé. Mais je crois qu'il y a peut-être eu aussi une période où justement, on a distingué la nécessaire évaluation de ce que les chercheurs appellent des acquis cognitifs, donc on pourrait dire des acquis scolaires, hein, en compréhension de l'écrit, en mathématiques, et on a quelque peu délaissé une analyse de l'école en tant que lieu de socialisation. On a opposé les deux, si bien qu'on s'est dit que voilà, finalement, ce n'était pas tellement important et qu'il fallait se concentrer sur les acquis strictement scolaires dans une acception étroite du terme. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça reboucle sur votre seconde question, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que, évidemment, l'acquisition, par exemple, d'un esprit critique, qui passe, par exemple, par des capacités de lecture, hein, voilà, ça passe évidemment par une certaine maîtrise des fondamentaux. Hein. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut réellement dépasser l'opposition d'une école où l'école doit se focaliser sur des fondamentaux versus l'école doit se focaliser sur la socialisation des jeunes et remettre tout ça en lien parce que, évidemment, l'acquisition des fondamentaux, c'est un moyen, entre autres, de socialiser les jeunes et ces compétences transversales. On se rencontre après dans des évaluations sur les adultes, hein, puisque PISA mène aussi, vous savez, des évaluations sur les adultes, sur les compétences des adultes et aussi sur les attitudes civiques des adultes. On se rend bien compte que ces compétences en termes de fondamentaux, ils sont tout à fait en lien avec la croyance dans les institutions, le respect des attitudes civiques, etc., le vote, etc. Donc c'est vraiment, hein, compétences fondamentaux sont en lien avec tous les éléments d'engagement citoyen. Sur la pédagogie, peut-être une question en général, hein, sur les deux questions qui portaient sur la pédagogie. Oui, là-dessus, hein, sur cette pédagogie différenciée, sur l'aide qui peut être apportée par les RASED. Clairement, aujourd'hui, on se rend compte que la France est en retard en termes de mobilisation, hein, de pédagogie différenciée. Il suffit de prendre, par exemple, une enquête internationale comme Thalys. On voit qu'il y a seulement 22% des enseignants français qui nous disent mobiliser, hein, au collège des outils et puis des pratiques de pédagogie différenciées, comptent à peu près 50% en moyenne dans l'OCDE. Donc là, on voit bien qu'il y a, je dirais, encore des marges de manœuvre positives à explorer. Et très intéressant, lorsqu'on demande aux enseignants
quels sont les points sur lesquels ils souhaiteraient être formés. À côté du numérique, vient très rapidement aussi dans cette enquête internationale Thalys, les pédagogies différenciées. Donc ça, je crois que ça doit quand même nous rendre optimistes, c'est-à-dire que, évidemment, il faut avancer. Ceci dit, les acteurs sont là et en demande pour avancer et pour justement renouveler les formes de travail, notamment par exemple avec les RASED, pour que tout ça puisse être mis en lien, puisque je le disais, dans le rapport que nous venons de mettre, qui finalise ce gros travail sur la difficulté scolaire et le redoublement, nous avons insisté, c'est une des recommandations phares, nous avons insisté sur le fait que la pédagogie différenciée, l'individualisation, l'accompagnement individualisé doivent réellement être en lien avec le travail dans la classe. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Le redoublement, là encore, ça fait lien avec ce que nous venons de produire, mais je vous enverrai, en fait, on a produit trois gros rapports, un sur les pratiques du redoublement, une analyse vraiment de synthèse scientifique sur l'ensemble des recherches qui ont porté sur l'efficacité du redoublement. Et vous avez raison, les redoublements, notamment précoces, sont associés à tout un ensemble de difficultés, à la fois scolaires, mais poursuivent également ces élèves dans la vie professionnelle. Donc je vous soumettrai ce rapport. Il y a un troisième rapport qui porte sur les alternatives. Quand on ne fait pas du redoublement à l'étranger, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc on a pu aussi rassembler toute une littérature scientifique pour mettre en avant des modalités qui sont plus efficaces. Je viens de citer la pédagogie différenciée, mais il y a aussi des éléments d'école d'été. Enfin voilà, donc on a mis tous ces éléments sous le chapeau de notre première activité 2014 qui portait donc sur le traitement de la difficulté scolaire et le redoublement. Vous m'interrogiez également sur la gouvernance. Oui, la gouvernance aujourd'hui, elle se joue, elle est multi-acteurs, bien sûr. C'est d'ailleurs une de ses difficultés, une de ses richesses, mais aussi une de ses difficultés, c'est de mettre en ordre l'ensemble de ces acteurs. Et clairement, sur, par exemple, le sujet de la ségrégation scolaire, on voit bien que ça reboucle avec l'organisation de la carte scolaire, qui est donc une compétence pour le collège des conseils généraux et qui est devenue maintenant une compétence pour le lycée partagé des régions. Donc on voit bien là qu'évidemment, un acteur ne peut pas avancer sans l'autre et ces liens doivent être, tous ces acteurs doivent être mis en lien, ça c'est clair. Merci beaucoup. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Vous avez utilisé votre joker pour les écoles normales et la pédagogie. Pardon, excusez-moi. J'aurais dû le rattacher à la pédagogie. Alors, je dirais que ce qui est important en termes de formation, alors le débat se focalise beaucoup sur les SP, et c'est normal. C'est une nouvelle, évidemment, la nouvelle entrée, une nouvelle reconnaissance de la nécessité d'une formation initiale dans laquelle justement entreraient tous les éléments que j'ai cités de pédagogie différenciée, de suivi, de numérique, etc. Ceci dit, au CNESCO, ce qui nous semble aussi important, et nous sommes en train de regarder ça à travers un rapport qu'on publiera aussi en 2016 sur l'attractivité des métiers de l'éducation, à côté de la formation initiale, il nous faut aussi regarder la formation continue. Puisque, à mon avis, c'est aussi vraiment une dimension qui, si on a une analyse diachronique, une analyse dans le temps, on voit bien que ce qui s'est réduit aussi à un peu de chagrin, c'est aussi cette formation continue. Et je crois que ça, c'est une forte différence aussi entre 2015 et puis ce qui se passait il y a ne serait-ce que 3 décennies. Donc c'est un champ aussi qui doit être exploré, et notamment budgétairement. Voilà. Merci beaucoup. En plus, dans le temps imparti, donc c'est parfait. Merci. D'accord. Ah oui, d'accord. Je vous salue comme ça.